Je suis ici pour vous parler de ma thèse. C'est mieux. Dont le titre c'est Capacité attentionnelle des personnes aveugles, apport à la conception d'aide à l'orientation dans les espaces de transport. On s'intéresse à la personne aveugle et aux capacités attentionnelles de cette population. Et on essaye de réfléchir à comment elles sont mobilisées lors du déplacement. Je vais vous présenter quelques éléments de contexte général sur la thèse. La mobilité des personnes aveugles, c'est indispensable à leur insertion dans notre société. On peut rappeler brièvement la loi du 11 février 2005 qui a pour but d'améliorer l'accessibilité généralisée des personnes en situation de handicap dans tous les domaines. Malgré tout ce qui est mis en place, on estime qu'un tiers des personnes avec déficience visuelle ne se déplacent pas de façon autonome. Alors, pour améliorer la mobilité des personnes aveugles, il y a plusieurs systèmes qui ont été envisagés. Par exemple, des systèmes de guidage podotactile ou des systèmes technologiques d'aide au déplacement. Donc là, pour illustrer, il y a des photos où des personnes utilisent un couplage de ces deux systèmes. On voit au sol des bandes tactiles de guidage et puis elles ont une technologie d'information verbale autour du cou. Donc de tels systèmes apportent de l'information utile aux piétons aveugles. Je ne vais pas y arriver. mais elles augmentent leur charge cognitive. Peut-être qu'une des premières étapes pour améliorer la mobilité de ces personnes, c'est de comprendre au niveau cognitif qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles se déplacent. Et nous, on s'est intéressé à l'attention en particulier. Se déplacer sans voir, qu'est-ce que ça inclut? Donc ça nécessite d'utiliser un grand nombre d'informations. Il y a les informations issues des sens résiduels, l'audition, le toucher, mais aussi la proprioception, la kinesthésie. Ça nécessite d'utiliser des représentations d'espace qui ont été encodées au préalable en mémoire. Et puis les informations qui sont issues des techniques d'aide à la locomotion. Donc les plus utilisées, c'est la canne blanche et le chien guide. Donc le déplacement piéton, vu que c'est une activité dynamique, il y a une contrainte temporelle. Et cette contrainte est d'autant plus forte lorsqu'il est réalisé sans la vue. En effet, on a une diminution de l'anticipation perceptive liée à l'absence de vision. Et puis pour se déplacer sans voir, il faut utiliser un grand nombre d'informations, on l'a vu plus haut, et cela nécessite un contrôle cognitif important. C'est pour toutes ces raisons qu'on a pu postuler que les capacités attentionnelles et la mémoire de travail étaient fortement mobilisées lors du déplacement du piéton aveugle. Ainsi, les principaux objectifs de ma thèse, ce sont d'une part appréhender les capacités attentionnelles des personnes aveugles en faisant une distinction entre personnes aveugles précoces et personnes aveugles tardives et en essayant de voir s'il y a une évolution de l'attention en fonction de l'âge. Un second objectif, c'est de comprendre comment ces capacités sont mises en œuvre durant le déplacement du piéton aveugle. Et tout ça permettra à la fin de proposer des recommandations pour la conception d'aide au déplacement adaptées à cette population. Donc voilà pour le contexte général de la thèse. Maintenant, je vais vous présenter plusieurs études, dont la première qui a été déjà réalisée. Un petit élément de contexte qu'on peut ajouter par rapport à cette étude, c'est la différenciation entre les personnes aveugles précoces et les personnes aveugles tardives. Les effets de la cécité sur le fonctionnement cognitif ne sont pas les mêmes selon l'âge auquel elle apparaît. Par exemple, pour la construction des représentations spatiales, les personnes aveugles tardives sont plus aisées car ils ont des souvenirs visuels. Malgré cette importance différenciation, il y a beaucoup d'études qui ne la prennent pas en compte. Beaucoup d'études s'intéressent uniquement aux personnes aveugles précoces et dans certaines études sur la cécité, on n'a pas de renseignements concernant l'âge de perte de la vue. Maintenant, je vais vous présenter quelles sont les composantes attentionnelles qui nous ont intéressés. Donc, on a l'attention sélective, car parmi toutes les informations à disposition, le piéton aveugle doit sélectionner celles qui sont pertinentes, et de même qu'il doit inhiber celles qui ne sont pas pertinentes à son déplacement. L'attention soutenue semble également impliquée, car pour ne pas se perdre ou percuter un obstacle, le piéton aveugle doit rester attentif tout au long du trajet. L'attention divisée semble également impliquée car le piéton aveugle réalise des tâches en même temps et il traite en même temps des informations de nature diverse.
La flexibilité attentionnelle est aussi impliquée car le piéton doit être en mesure de déplacer rapidement son attention d'un type d'information à un autre, surtout si ce second type d'information indique la présence d'un danger. Et puisque les informations haptiques et auditives sont de nature séquentielle, la personne aveugle doit les manipuler afin d'en construire une représentation de l'espace, ce qui nous permet de penser que la mémoire de travail est impliquée dans le déplacement du piéton. Donc, les objectifs de cette première étude, c'est de... je vais vous présenter la problématique et les objectifs de cette étude. On a vu que l'attention et la mémoire de travail semblent fortement mobilisées lors du déplacement piéton. Pourtant, il y a peu d'études qui se sont intéressées à ces mécanismes auprès de cette population. Par ailleurs, on observe qu'il y a très peu de tests neuropsychologiques qui soient adaptés aux personnes avec déficience visuelle, et en particulier au niveau des tests attentionnels. Donc ça, c'est peut-être lié au fait que l'attention a surtout été étudiée en modalité visuelle. Donc les objectifs de ce travail, c'était d'abord de proposer un outil de mesure des capacités attentionnelles qui soit adapté aux personnes aveugles et d'utiliser cet outil pour évaluer les capacités attentionnelles de personnes aveugles précoces et tardives. L'hypothèse étant que les capacités des personnes aveugles précoces seraient supérieures à celles des personnes aveugles tardives qui seraient elles-mêmes supérieures à celles des personnes voyantes. Donc pour cela, on a recruté des participants. Donc PA, c'est pour participants aveugles, AP, participants aveugles précoces, AT, participants aveugles tardifs, et PC, participants contrôle. Donc on a recruté 24 participants aveugles, dont 14 étaient précoces et 10 tardifs, et 24 participants contrôle. On s'est assuré que les trois groupes avaient un fonctionnement intellectuel équivalent. On leur a fait passer la partie verbale de l'échelle de Wechsler. Et on s'est également assuré qu'ils avaient une vitesse de traitement équivalente en leur faisant passer une tâche de temps de réponse simple. Donc, ces participants ont été soumis à une batterie de tests d'attention, donc principalement informatisés. Donc, on leur a proposé une tâche d'attention sélective dans laquelle les participants entendaient des consonnes et des voyelles et ils devaient répondre en appuyant le plus rapidement possible sur une touche lorsqu'ils entendaient des consonnes. Pour mesurer l'inhibition, on leur a proposé la tâche de Heyling. Donc, c'est une tâche où l'expérimentateur présente des phrases auxquelles il manque le dernier mot. Dans une première partie, une partie contrôle, le participant doit compléter la phrase avec le mot normalement entendu. Et dans une deuxième partie, il doit compléter la phrase avec un mot qui la rend totalement absurde. Il doit inhiber la réponse prédominante. Pour l'attention soutenue, on a proposé une tâche qui était similaire à la première tâche d'attention sélective, sauf qu'elle durait 3 fois plus longtemps. Pour mesurer l'attention divisée, les participants devaient réaliser la tâche d'attention sélective pendant laquelle ils devaient compter l'occurrence du chiffre 5. Pour la flexibilité attentionnelle, on a adapté en version 6, pardon. Oups. On a adapté la tâche du plus-minus en modalité auditive. Donc, c'est une tâche où des nombres à deux chiffres sont présentés, donc nous, auditivement dans notre version, aux participants. Et dans une première partie, le participant doit ajouter 3 à chaque nombre. Dans une seconde, il doit soustraire 3. Et dans une dernière partie, il doit alterner entre plus 3 et moins 3. Et on a proposé une tâche de NBAC pour évaluer la mémoire de travail. Donc, c'est une tâche où des consonnes étaient présentées à allure constante aux participants et ils devaient, en condition 1 bac, détecter si la consonne présentée était identique à celle présentée une consonne plus tôt. En condition 2 bac, ils devaient détecter si la consonne entendue était identique à celle présentée 2 consonnes plus tôt. Et en 3 bac, si elle était identique à celle présentée 3 consonnes plus tôt. On a enfin mesuré l'empan endroit et envers des participants en utilisant le sous-test mémoire des chiffres de l'échelle de Wechsler. Donc pour cette partie, pour ces tests, on a dû en construire un certain nombre, en particulier la tâche d'attention sélective, d'attention divisée et d'attention soutenue, parce qu'on n'a pas trouvé de tâche qui était à la fois donc réalisable en modalité, en l'absence de vision, et assez sensible pour trouver une différence entre des groupes qui n'ont pas de troubles d'attention. On a également dû adapter la tâche du plus-minus, puisqu'il était présenté en modalité visuelle, originellement, sous sa forme originale. Et on a créé une tâche de NBAC. C'est un paradigme qui est utilisé pour
pour évaluer la mémoire de travail, mais on en a proposé un en modalité auditive. Donc voilà pour la méthode. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Alors brièvement, ce gros tableau qui recense les performances de chaque groupe et puis les résultats statistiques. Donc je vais aller très vite. On a trouvé des différences significatives entre les trois groupes pour les scores et les temps de réponse à la tâche d'attention sélective, à la tâche d'attention soutenue et à la tâche principale de la tâche d'attention divisée. Pour la tâche de NBAC, on a trouvé des différences au niveau du score dans la condition 1 bac et des différences au niveau des temps de réponse en condition 1, 2 et 3 bac. Alors ça sera un peu plus parlant. Pour la tâche d'attention sélective, on a trouvé que nos sujets aveugles précoces étaient plus rapides et avaient un meilleur score que les sujets contrôle. C'est pareil pour les aveugles tardifs, ils avaient un meilleur score et étaient plus rapides que les sujets contrôle. En ce qui concerne les deux groupes d'aveugles, on n'a pas trouvé de différence. Pour la tâche de Hayling, il n'y a pas eu de différence entre les trois groupes. Pour la tâche d'attention soutenue, on a vu que les aveugles précoces ont eu un meilleur score que les sujets contrôle. Il n'y a pas eu d'autres différences entre les autres groupes pour le score. Et pour la vitesse, les aveugles précoces étaient plus rapides que les sujets contrôle et les aveugles tardifs plus rapides que les sujets contrôle. Donc ça, c'est pour la tâche d'attention soutenue globale. J'ai voulu voir s'il y avait une variation de la performance au cours du temps. Et donc du coup, j'ai coupé la tâche en trois afin de voir s'il y avait des différences entre les trois parties. Et donc, cette analyse a montré qu'il y avait un effet du groupe, mais il n'y avait pas un effet de la partie. Globalement, l'ensemble des participants avaient une performance similaire du début à la fin. Par contre, on a obtenu un effet d'interaction groupe fois partie. Et cet effet nous a permis de voir que la performance des sujets contrôle diminuait. Et c'était le seul groupe pour qui la performance diminuait au cours du temps. Pour la tâche d'attention divisée, on a eu des différences à la tâche principale. Les aveugles précoces étaient plus rapides et avaient un meilleur score que les sujets contrôle. Les aveugles tardifs étaient plus rapides et avaient un meilleur score que les sujets contrôle. Et il n'y avait pas de différence entre les deux groupes d'aveugles. Pour la tâche secondaire, on n'a pas eu de différence entre les trois groupes. Après, j'ai comparé la performance des groupes pour la tâche principale lorsqu'il l'a réalisée seul et lorsqu'il l'a réalisée en même temps que la tâche secondaire. Et là, on a eu un effet du groupe, on a eu aussi un effet de la condition. C'est plus facile de faire la tâche seule qu'en même temps que l'autre tâche. Et puis, on a eu aussi un effet d'interaction groupe fois condition qui montrait que les sujets contrôle étaient ceux qui étaient le plus atteints par la division de l'attention. Pour le plus-minus qui mesurait la flexibilité attentionnelle, on n'a pas eu de différence entre les trois groupes. Et pour la mémoire de travail, donc on a eu les sujets aveugles précoces qui étaient plus rapides que les sujets contrôle dans 3 conditions. Les aveugles tardifs qui étaient plus rapides que les sujets contrôle dans une condition. Et pas de différence entre les aveugles précoces et les aveugles tardifs. Pour l'empan en vert et l'empan en droit, on n'a pas eu de différence significative, mais on a eu quelque chose de plutôt intéressant. On a observé un effet plafond, mais uniquement pour les sujets aveugles. En fait, 6 participants aveugles précoces et 3 participants aveugles tardifs n'ont pas échoué au dernier item, ce qui suggère qu'ils auraient pu continuer et obtenir un empan supérieur à celui qui a été analysé. Donc ça, c'est pour l'empan en droit, 6 sujets aveugles précoces et 2 aveugles tardifs. Et pour l'empan en vert, on a 3 sujets aveugles précoces qui auraient pu continuer. Pour aucun des 24 sujets contrôle, on a observé cet effet plafond. Donc en conclusion, cette étude nous a permis de montrer que les personnes aveugles avaient des capacités supérieures aux personnes voyantes en attention sélective, en attention divisée, en attention soutenue et en mémoire de travail. Concernant l'attention sélective et l'attention divisée, il y a 2 études en particulier qui avaient montré la même chose que nous. Seulement, ces études avaient testé uniquement des personnes aveugles précoces. Alors nous, on a testé des tardifs aussi. Pour l'attention soutenue, non seulement les personnes aveugles sont plus rapides et ont des meilleurs scores que les sujets contrôle, mais en plus, ils n'ont pas de diminution de leur performance au cours du temps. Et il ne semble pas y avoir d'autres études sur l'attention soutenue des personnes aveugles. Pour la mémoire en ce qui concerne la tâche de NBAC, il y a une autre étude qui avait proposé de faire passer une tâche de NBAC à des sujets aveugles.
Seulement, les résultats étaient difficiles à interpréter. En fait, les participants aveugles étaient évalués à l'aide d'une tâche tactile, tandis que les participants voyants à l'aide d'une tâche visuelle. Et les auteurs avaient essayé de comparer les deux performances. Donc, on n'a pas montré de différence entre les personnes aveugles et les personnes voyantes pour la flexibilité attentionnelle et l'inhibition. Et il ne semble pas y avoir d'autres travaux à ce sujet. Donc, on peut pas comparer nos résultats avec des résultats antécédents. Et on n'a pas réussi à montrer de différence entre les personnes aveugles précoces et les personnes aveugles tardifs. Alors néanmoins, pour l'ensemble des variables, il y a plus de différence entre les personnes aveugles précoces et voyantes qu'entre les personnes aveugles tardives et voyantes. En fait, la performance des personnes aveugles tardives est toujours à l'intermédiaire des deux autres groupes, ce qui suggère une potentielle supériorité des personnes aveugles précoces sur les tardifs, mais significativement, enfin, il n'y a rien qui ressort statistiquement. Alors c'est peut-être lié aux effectifs qui sont un peu limités. Pour mémoire, on a testé 14 sujets aveugles précoces et 10 sujets aveugles tardifs. On s'est demandé si c'était nos tests qui n'étaient pas assez sensibles. Ça ne semble pas être le cas parce que je vous parlais d'une étude qui avait étudié l'attention sélective et l'attention divisée. Et dans cette étude, les auteurs avaient trouvé avec leur tâche une différence entre des différences entre aveugles et voyants uniquement pour les temps de réponse et pas pour les scores. Alors que nous, on a des différences dans les scores. Du coup, nos tests semblent déjà plus sensibles que ceux qui ont été précédemment présentés. Donc voilà pour cette première étude qui mérite d'être un peu plus poussée. Donc, dans un premier temps, on est en train d'augmenter les effectifs. Ça nous permettra peut-être de finalement trouver des différences entre personnes aveugles précoces et personnes aveugles tardifs. Et puis aussi, peut-être qu'on pourra voir s'il y a des différences entre les personnes qui utilisent une canne blanche et celles qui utilisent un chien guide. Sachant que l'utilisation d'une canne blanche nécessite un effort cognitif plus important que celle du chien guide. Et on souhaiterait par ailleurs nous intéresser à d'autres sous-populations au sein des personnes aveugles, en particulier les personnes aveugles âgées et les personnes aveugles qui ne sont pas autonomes dans leur déplacement. Donc ça va être développé dans l'expérience 1B que je vais vous présenter brièvement. Donc elle n'a pas encore été réalisée, celle-ci. Quelques éléments de contexte à propos des personnes aveugles âgées. Donc c'est une grande proportion parmi les personnes aveugles, tout comme la population générale. C'est une population qui est vieillissante. À cela, on peut ajouter le fait qu'avec les progrès de la médecine, il y a moins de personnes qui naissent aveugles aujourd'hui. Donc je vais vous rappeler, vous connaissez tout ça, les effets de l'âge sur les processus cognitifs. On a avec le vieillissement normal un déclin de l'attention, des fonctions exécutives et de la vitesse de traitement. Puis on sait également que l'âge a des effets sur le comportement du piéton. Le piéton voyant âgé ne se comporte pas de la même façon que le piéton un peu plus jeune. Concernant les personnes aveugles qui ne sont pas autonomes dans leur déplacement, c'est également une grande proportion de la population des personnes aveugles. On estime qu'un tiers des personnes aveugles ne sortent pas seules hors de chez elles. C'est un assez grand nombre. Et le fait de ne pas se déplacer, ça diminue fortement la qualité de vie de ces personnes. Et de multiples facteurs semblent en être à l'origine. Et nous, on s'intéresse aux facteurs cognitifs et en particulier attentionnels. Du coup, les objectifs de cette étude, c'est d'appréhender les effets du vieillissement sur le fonctionnement attentionnel et la mobilité des personnes aveugles, afin de voir s'il y a un déclin d'attention lié à l'âge similaire à celui qu'on observe chez les sujets voyants. Et l'autre objectif, c'est d'appréhender les capacités attentionnelles des personnes aveugles qui ne se déplacent pas, pour voir s'il y a un lien entre une mobilité réduite et puis une attention qui pourrait être moins développée, et s'il y a un lien, est-ce qu'il est observable sur un processus attentionnel en particulier ou sur plusieurs. Quelques éléments de méthode maintenant. Donc, on souhaiterait recruter 20 participants âgés aveugles et 20 participants contrôle âgés. Les deux groupes seront appariés et on leur fera réaliser la batterie de tests attentionnels présentée plus tôt. Nous souhaiterions également recruter des personnes aveugles qui ne se déplacent pas afin de leur soumettre la batterie de tests attentionnels et puis aussi de leur faire réaliser un questionnaire relatif au non-déplacement et de leur faire une estimation de leur capacité.
Donc voilà, ça c'est pour une deuxième étude qui est en train de débuter. Et là, je vous ai présenté la première partie de ma thèse qui s'intéresse à l'attention des personnes aveugles, mais en situation de labo avec des tests informatisés. Et pour aller plus loin, on va s'intéresser aux piétons aveugles, mais lorsqu'ils se déplacent, pour voir comment tous ces processus attentionnels sont mis en œuvre lors de son déplacement. D'ailleurs, que ce soit en utilisant une canne ou un chien guide. Quelques petits éléments de contexte. On sait que les personnes aveugles ne se déplacent pas toutes avec la même efficience. Il y en a qui sont capables, il y en a qui ne se déplacent pas, et puis parmi ceux qui se déplacent, il y en a qui sont capables de se déplacer dans des environnements très complexes, parfois inconnus, tandis que d'autres ont besoin d'apprendre un nouvel itinéraire auprès d'une personne avant de se déplacer seul dans cet endroit. On sait également qu'il y a une fluctuation de la charge attentionnelle au cours du déplacement du piéton aveugle. Donc, les objectifs de cette étude, ça sera d'établir les liens entre efficience de déplacement et capacité attentionnelle, et puis aussi de déterminer les zones des espaces de transport et les situations qui induisent une forte charge attentionnelle chez les personnes aveugles. Je vais vous présenter maintenant quelques éléments de méthode. Alors, nous souhaiterions recruter des personnes aveugles à la fois précoces et tardives qui se déplacent seules régulièrement, à qui nous ferons passer la batterie de test et puis qui réaliseront une tâche de déplacement dans un espace de transport. L'espace de transport, c'est un lieu d'étude intéressant car il y a plusieurs composantes, il y a des guichets, il y a des quais, il peut y avoir des escaliers. Et puis c'est un espace plutôt à grande échelle comparé à... il y a beaucoup d'études sur la déficience visuelle où on fait se déplacer des personnes aveugles dans une grande salle. Concernant cette tâche de déplacement, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et dont nous sommes en train d'essayer de répondre. Alors, il y a les questions relatives à la connaissance de l'espace que les participants auront du lieu d'expérimentation. Est-ce qu'il faut choisir un espace connu de tous ou au contraire inconnu, donc soit en faisant la phase expérimentale dans ce lieu inconnu, ou alors on peut aussi envisager de faire une phase d'apprentissage avant la phase expérimentale. La difficulté ici, c'est qu'il faut essayer la difficulté, c'est que chaque participant devra avoir la même connaissance de l'itinéraire. Il y a également des questions relatives aux mesures qui sont en suspens. Donc on envisage plusieurs possibilités, les mesures physiologiques, par exemple, en particulier cardiaque et réponse électrodermale. On pense également à réaliser un paradigme de tâche ajoutée. On peut mesurer la vitesse de marche ou alors la vitesse de marche préférée et faire un pourcentage lors de la tâche. Il y a le paradigme des parcours commentés qui est aussi envisageable et puis une évaluation subjective de la charge cognitive. Donc voilà, ça c'est la deuxième grosse expérience de ma thèse. Maintenant, je vais vous présenter un peu les applications de ma thèse, que pourrait avoir ma thèse. Donc déjà, il y a la construction de la batterie de test qui peut être un outil neuropsychologique utile à des professionnels. Donc ça permet de tester les personnes aveugles, mais aussi ça peut être utile pour tester des personnes malvoyantes. Et puis aussi des personnes qui, par exemple, à cause d'un traumatisme crânien, se trouvent privées de la vue de façon transitoire. Et puis ça peut être également utile pour évaluer l'attention des personnes âgées qui ont un déclin de la vision qui peut être lié par exemple à une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc ça c'est une première application. Et puis à partir du moment où on arrive à évaluer l'attention, on peut réfléchir à comment entraîner ces processus. D'autant plus lorsqu'on arrive à montrer un lien entre déplacement et attention. Donc, les programmes d'entraînement pourraient être une application de ma thèse. Puis les résultats de ma thèse permettront également de proposer des recommandations pour la création de dispositifs techniques d'aide au déplacement qui, à notre sens, doit être flexible en fonction des ressources cognitives de l'individu, donc s'adapter aux différents individus, mais aussi s'adapter à l'état de fatigue, par exemple, de l'individu qui l'utilise, et puis qui se doit d'être flexible en fonction de la charge attentionnelle induite par le lieu ou la situation dans laquelle la personne se trouve. Par exemple, il ne faut pas que ce système délivre de l'information à un moment où la personne ne sera pas en mesure de la traiter et de la gérer.
voilà, ma présentation est terminée. Je vous remercie. Puis quelques éléments de biblio aussi.